Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Tech Invaders. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sami Fadel. Partner Engineer chez Google Cloud à Paris. Et il a accepté de se prêter à l'exercice du podcast pour vous partager son aperçu des métiers de la tech, comment est-ce qu'il a fait pour intégrer une entreprise de renom comme Google et vous partager un maximum de conseils. Je tiens à préciser que Sami aujourd'hui s'exprime en son nom propre, il ne représente pas Google aujourd'hui, il va parler de son parcours, de ses expériences. Et donc voilà, Sami, salut, comment vas-tu? Merci d'être ici. Hello Hugo, merci de me recevoir dans cette ambiance chaleureuse avec une bonne petite cheminée juste derrière. C'est vrai qu'il y a la cheminée, je n'avais pas vu. Je l'ai remarqué tout de suite. Merci de me recevoir. Et oui, je parle en mon nom propre, pas au nom de Google. Et je vais partager avec toi et avec les auditeurs mon expérience et je vais répondre à tes différentes questions au fur et à mesure du podcast. C'est la première fois que tu fais un podcast? C'est la première fois. J'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. Ouais. Je te l'ai dit juste avant, j'étais un peu stressé. Mais bon, ouais, tu m'as mis à l'aise et ça va bien se passer. Peut-être qu'on peut commencer par une question assez généraliste sur le fait que tu travailles chez Google. Ça fait quoi de travailler chez Google? C'est une entreprise qui fait rêver tellement de monde. Est-ce que tu peux nous partager ton quotidien? Alors, je suis chez Google Cloud. Je suis partner engineer. Et je ne vais pas mâcher mes mots. Pour moi, Google, c'est vraiment le meilleur employeur de la planète. Et moi, je vis vraiment une expérience incroyable au quotidien en étant Googler. Et je ne vais pas te mentir, ce n'était pas mon rêve de travailler chez Google, mon rêve ultime. Okay. J'avais d'autres rêves, d'autres ambitions personnelles. Mais en tant que rêve professionnel, vraiment, pour moi, travailler chez Google, c'était vraiment le top et le summum. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé dans les télécoms et dans les réseaux et je n'imaginais même pas une seconde qu'un jour je pourrais intégrer Google Cloud. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, tu vas nous raconter ton parcours. Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que c'est pour toi le meilleur employeur? Est-ce que tu peux nous donner des exemples ou des détails de ton quotidien qui peuvent inspirer des gens qui nous écoutent et qui se diraient tiens, le monde de la tech et des entreprises comme Google, ça pourrait m'intriguer et m'intéresser? Moi, j'ai commencé dans les réseaux et les télécoms. Donc, j'ai commencé par travailler pour des boîtes assez tradies avec pas ou très peu de culture d'entreprise. Et quand je suis arrivé chez Google Cloud, j'ai directement été, je ne vais pas dire confronté, mais mis dans le bain de la culture d'entreprise et la culture d'entreprise de Google. J'ai été agréablement surpris et incroyablement satisfait par mon arrivée chez Google. Est-ce que tu aurais des exemples peut-être de choses qui t'ont surpris ou qui t'ont marqué, auxquelles tu n'étais pas habitué dans ton expérience traditionnelle? Donc, au-delà du job en soi, alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est la culture d'entreprise avec vraiment la possibilité, par exemple, de participer à des communautés en interne. Moi, ce mot-là, j'en avais jamais entendu parler avant d'intégrer Google. Quand je travaillais chez les opérateurs de télécommunications par lesquels je suis passé, je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait quasiment pas de culture d'entreprise. Mais quand je suis arrivé chez Google, on m'a directement mis dans le bain avec la possibilité d'intégrer des communautés vis-à-vis de mes passions, que ce soit technologiques ou des passions de sport ou autres, et de participer, un peu comme sur le campus d'une université américaine, à la vie de l'organisation Google, et en l'occurrence Google Cloud, pour faire finalement faire avancer les choses en interne, travailler sur des side projects, travailler sur du pro bono, du bénévolat si on souhaite aider les communautés. Aussi l'inclusivité. Quand je suis arrivé chez Google Cloud, on m'a assigné une tonne de training e-learning qui, par le passé, pouvait me paraître ultra bateau dans les autres entreprises par lesquelles j'étais passé, mais qui, chez Google Cloud, faisait tout son sens parce que je voyais en direct l'application de ces principes d'inclusivité, d'ouverture,
de communauté, etc. Donc du coup, pour moi, ça a été vraiment tout nouveau. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est la technologie au sein de Google et de Google Cloud. La technologie utilisée au quotidien, dans mes outils quotidiens, parce que venant moi d'une boîte traditionnelle, j'étais habitué à arriver le matin au travail, 8h30, 9h ou 10h, lancer mon PC, mon ordinateur, mon PC, et partir prendre un café avec le collègue, attendre 15-20 minutes que Le toutes temps les qui démarre. politiques de sécurité se lancent et le temps qui démarre. Là, je suis arrivé chez Google, on m'a dit, écoute, Samy, tu veux quoi? J'ai dit, bah, moi, je veux un Mac. OK, tu te sens à l'aise sur quel type de bécane? J'ai dit, bah, moi, je veux un MacBook Pro. On m'a dit, bah, écoute, ça pose pas de problème, même si nous, on a des Chromebooks et on a aussi des ordinateurs à te proposer. Donc, on m'a filé l'ordinateur avec lequel je voulais travailler. C'est tout de suite allumé, j'ai tout de suite pu travailler. Et aussi parce que, on le verra tout à l'heure, on n'utilise que des applications cloudifiées pour l'organisation et pour le travail des employés. Alors, on a utilisé le mot cloud plusieurs fois. Tu travailles pour Google Cloud. On a parlé de technologie. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le cloud pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet environnement, cet écosystème et qui part de zéro? Alors, le cloud, dans le domaine de l'informatique, c'est un business model. C'est une façon pour les entreprises, ou même les particuliers, et surtout les entreprises, d'acheter de l'informatique. Et tout est as a service dans le cloud. Et le business du cloud, donc, comme je l'ai dit, c'est un business model. Donc, il est as a service. Le fournisseur va surtout être amené à regarder le spend, la consommation des entreprises, et va être notamment beaucoup jugé, entre guillemets, et beaucoup suivre cette métrique-là. Donc c'est une façon pour les entreprises de se procurer de l'informatique qui vient en contraste avec ce qui se faisait par le passé, ce qui se fait encore toujours actuellement, de venir acheter directement des infrastructures, de les mettre dans son propre data center, de s'occuper de la maintenance opérationnelle du data center et de maintenir en condition opérationnelle les serveurs. On va être plus sur de l'OPEX, donc des dépenses récurrentes, que sur du CAPEX. Par exemple, si je suis une entreprise que je veux développer mon système d'information, donc j'ai le choix entre louer de l'espace de colocation dans un data center en colocation, construire mon data center, acheter les serveurs informatiques, configurer ces serveurs informatiques-là pour fournir des services informatiques à mes utilisateurs, qui soient employés ou clients de l'entreprise. Tu as des exemples de services informatiques pour qu'on ait quelque chose en tête, justement, que quelqu'un qui nous regarde se dise « Ah oui, là, je comprends à quoi ça peut ressembler ». Par exemple, faire tourner toute la messagerie email des employés d'une entreprise. Okay. Donc, j'ai le choix d'acheter mes serveurs, les installer dans mon data center, ou de souscrire à un service cloud, comme par exemple Google Workspace, pour faire tourner les comptes utilisateurs de messagerie mail de mes employés, ou même, par exemple, pour traquer et monitorer les ventes de mes commerciaux, utiliser Salesforce, donc suivant un modèle as a service avec un abonnement et une consommation au mensuel. Donc ça, c'est du cloud. Ou alors créer moi-même mon Salesforce from scratch, le développer, le coder, l'installer sur une infrastructure que je dois maintenir, la mettre dans un data center et faire face à des coûts, des capitaux qui peuvent être beaucoup plus importants que si je commençais à utiliser directement des services cloud, quoi. Donc en gros, oui, c'est soit tu achètes une infrastructure et tu dois la maintenir, ou soit tu utilises des services prêts à l'emploi que tu payes à la consommation. Et tu peux là même recréer un Salesforce si tu en avais envie, quoi. Voilà, exactement. Sachant que dans le cloud, tu as différents, on va dire, niveaux de service as a service. Tu peux louer des machines virtuelles, des VM, pour faire tourner tes services informatiques et construire par-dessus tes applicatifs. Et tu peux aller dans les couches un peu plus supérieures et louer directement des plateformes pour faire tourner juste ton code au lieu de t'occuper toi-même de la maintenance de ces machines virtuelles. Parce que dans le cloud, savoir que c'est pas parce que tu souscris à un service informatique que toute la responsabilité est chez ton fournisseur cloud. Dépendamment du type de service
que tu vas utiliser, la responsabilité sera un peu plus chez toi ou un peu plus chez le cloud provider. Je prends l'exemple des VM où quand tu dois installer une application, ben, tu vas t'occuper d'installer tous les packages et tout l'environnement de cette application en incluant le code de cette application-là et d'assembler un certain nombre de machines virtuelles de façon à ce que ton application soit scalable et qu'elle puisse tourner pour faire face à la charge de tes utilisateurs. Okay, donc ça reste du cloud as a service. Tu payes ta VM à l'heure ou à la seconde, mais c'est du cloud. Tu peux aller encore plus loin, par exemple, en bénéficiant de services serverless qui, eux, sont managés par le fournisseur cloud. Toi, tu viens juste, de manière assez grossière, installer, uploader le code de ton applicatif et le cloud provider va s'occuper de faire tourner ton application pour toi et tu auras juste à t'occuper du code et absolument pas à t'occuper de tout ce qui est maintenance des serveurs virtuels, notamment au niveau des patchs, des systèmes d'exploitation pour gérer la sécurité ou si tu as besoin de, par exemple, rajouter des machines virtuelles pour faire face à la charge de tes utilisateurs, disons parce que, je ne sais pas, tu es une compagnie qui vend un service, des produits en ligne, une boîte de e-commerce par exemple, et tu sais que pendant le Black Friday, tu vas avoir un gros pic de consommation sur ton site web. Là, tu sais que tu vas te dire, je vais essayer de rajouter soit automatiquement, soit manuellement des machines virtuelles pour faire face à la charge de mes utilisateurs et de mes clients. Avec le serverless, tu n'as pas besoin de t'occuper de, entre guillemets, faire scaler ton applicatif. Ça sera fait automatiquement. Ce sera fait automatiquement par le fournisseur cloud. Et est-ce qu'il faut être quelqu'un de technique pour pouvoir travailler dans le cloud, ou en tout cas toucher à cet univers? Parce que là, on commence à rentrer dans des sujets qui... on a peut-être perdu quelques auditeurs en cours de route. À qui ça s'adresse en fait le cloud? Il y a différents métiers dans le cloud qui en fait mappent avec les métiers de l'IT. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un business model, le cloud. Mais l'IT, je ne vais pas te dire que ça existe depuis la nuit des temps, mais ça fait quand même maintenant des dizaines d'années que ça existe. Et il y a déjà des métiers existants dans l'IT. Donc dans l'IT, et comme dans le cloud, tu peux retrouver des métiers pour faire du support, par exemple, dans le cas où tu es fournisseur d'un service informatique, tu fournis un service informatique, donc en cas de pépin, en cas de besoin, il faut que tu aies des équipes support pour pouvoir aider tes utilisateurs, que tu aies des équipes de delivery, mais aussi tes équipes de delivery et de support, elles ne vont pas du tout avoir de boulot si ton application n'est pas utilisée. Donc du coup, il faut des gens pour vendre ton applicatif. Donc, tu peux avoir des métiers de la vente. Et dans les métiers de la vente, tu as différents panels de profils et de métiers. Et dans le cloud, par exemple, et de manière générale aussi dans l'IT, tu as deux métiers qui reviennent très souvent. C'est l'account manager, le commercial, qui est souvent accompagné de son binôme, de son épaule un peu technique, l'ingénieur technico-commercial, ingénieur avant-vente, solution engineer, sales engineer, customer engineer, solution architect. Enfin, il y a différents noms pour finalement le même métier. Qui peut différer d'une entreprise à une autre, mais c'est les deux métiers qui reviennent assez souvent, le commercial et son technico-commercial, son customer-facing, qui partent en clientèle, tous les deux pitcher la value de l'entreprise pour laquelle ils bossent. Et dans le cloud notamment, il y a ces métiers-là. Moi, je suis partner engineer. Vas-y, raconte-nous un petit peu ton métier exactement. Qu'est-ce que tu fais? Le partner engineer, c'est une sorte d'ingénieur avant-vente, mais pour les partenaires. Alors, qu'est-ce que les partenaires chez Google Cloud? Ce sont des ESN, des entreprises de services numériques, des SS2I, qui fournissent des professional services aux entreprises. Donc, les professional services, c'est tout simplement dire, moi, demain, je suis, je ne sais pas, Auchan, Carrefour, Lidl, peu importe, un acteur du retail. J'ai mes forces IT sur lesquels je peux compter pour construire des services informatiques, mais je n'ai pas assez de people pour construire la prochaine application qui va faire fureur pour vendre toutes, par exemple, les couches que j'ai en stock si je suis un retailer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir faire appel, toi, en tant que client, à une SS2I ou ESN, comme on les appelle notamment maintenant,
pour t'aider, t'apporter des people pour développer cet applicatif. Qui sont des cabinets Ok. spécialisés en fait. C'est des sortes de cabinets spécialisés. C'est des entreprises de services numériques qui fournissent des people, des ingénieurs, des consultants pour t'aider dans le delivery, le support, la construction de tes services applicatifs. Et savoir que Google Cloud a une ADN très fortement orientée vers les partenaires, contrairement aux autres hyperscalers, dans le sens où pour le delivery, donc pour construire des services informatiques sur GCP, sur Google Cloud Platform, on compte à 100% sur les partenaires. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir des partenariats avec ces ESN-là pour venir fournir la construction et le delivery de ces services-là auprès des clients. Et c'est là où toi t'interviens du coup. Et en tant que partner engineer, donc moi j'interviens en binôme avec un partner development manager, un partner manager, et on est un peu le binôme ingénieur avant-vente commercial, pas en direct des clients mais en direct des partenaires, pour aider les partenaires à se développer sur la plateforme Google Cloud et pour aider les partenaires à construire des solutions pour les clients sur GCP. C'est quoi les types de missions auxquelles tu es confronté quand tu dis les aider à se développer? C'est quoi? C'est de la formation? C'est du conseil? C'est à quoi ça ressemble au quotidien? C'est assez vaste. C'est déjà les aider à se développer, à comprendre la technologie Google Cloud et au-delà de la technologie, à comprendre et s'imprégner de la valeur ajoutée que peut proposer Google Cloud aux clients entreprises. C'est vraiment les accompagner dans tous les aspects du partenariat entre Google Cloud et ces partenaires-là, ces ESN-là, que ce soit pour les phases de delivery où ils peuvent rencontrer un problème et revenir vers moi en me demandant écoute Samy, sur ce produit-là ou cette tech-là, sur GCP, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? Comment est-ce que tu peux m'aider? Bien souvent, moi je ne vais pas te mentir, je n'ai pas la solution parce que je ne connais pas toute la technologie de A à Z. J'ai de solides connaissances technologiques, j'ai une expérience qui fait que je maîtrise très bien le cloud, mais il est pour moi impossible de maîtriser absolument tous les aspects de la tech. Donc, du coup, soit je vais pouvoir moi-même y répondre selon mes compétences, sachant que moi je viens du cyber et du réseau, donc du coup je vais pouvoir leur apporter mes compétences sur le cyber et le réseau. Si c'est des compétences qui vont être plus sur de la data ou l'IA, je vais essayer de m'appuyer sur des collègues en interne, des experts pour pouvoir m'aider à résoudre le problème. Donc il y a ça et il y a aussi en tant que partner engineer le fait de finalement aider à développer le business de Google Cloud. Je travaille avec un partner manager qui lui est le sales qui dirige le compte partner en binôme sur le compte partner. Et le but évidemment c'est d'accélérer le partenaire sur le partenariat, mais dans le but de faire Plus de chiffres. Plus de chiffres. Oui, c'était Voilà. c'était ce que je faisais aussi quand j'étais du coup dans les équipes où j'étais mon objectif qui n'était pas du côté technique, qui était plus du côté commercial, c'était de faire en sorte que les partenaires se développent via Google Cloud et apportent la solution sur le marché au plus grand nombre d'entreprises, quoi. Donc c'est hyper intéressant et surtout ce que tu mentionnes sur le fait que tu n'as pas forcément toutes les réponses, ça c'est aussi important à le dire, surtout quand quelqu'un veut se projeter sur une carrière dans la tech. Il ne faut pas se dire qu'il faut tout connaître sur le bout des doigts, c'est pas possible, ça évolue tellement vite, tu fais que monter en compétences continuellement et surtout si tu n'as pas la réponse, tu vas la chercher et c'est à ça que servent tes collègues aussi et tout l'environnement. Moi, j'aime bien définir le binôme ingénieur avant-vente, ingénieur commercial comme étant finalement les interfaces de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et ces interfaces-là, humaines, j'entends, c'est celles qui vont être le plus à même de comprendre, de qualifier le besoin du client, ce qui est ultra important finalement de qualifier le besoin du client pour le traduire dans le langage finalement interne à l'entreprise et pour pouvoir en fait répondre qu'un produit ou pas aux besoins du client. Et évidemment, oui, l'ingénieur avant-vente et l'ingénieur avant-vente et l'ingénieur commercial ne sont pas garants de toute la connaissance technologique du monde ou même de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Pour moi, la grosse compétence, justement, c'est une des grosses compétences à avoir, c'est de savoir qualifier vraiment les besoins du client ou du partenaire
et de savoir mapper finalement avec les bonnes ressources en interne, que ce soit des produits ou des people ou autres, pour pouvoir accompagner le client dans sa démarche. La pire chose, je pense, à faire, c'est d'arriver devant le client et de dire bah, moi je connais tout et je connais aussi ton besoin mieux que toi tu le connais, et de lui proposer quelque chose et au final se retrouver complètement à côté de la plaque. Et il y a cette expression de trusted advisor, on en parlait il y a quelques temps tous les deux, qui est ultra importante, se positionner en tant que consultant, advisor, conseiller, beaucoup d'anglicisme, conseiller du client au final. Ça va permettre de gagner sa confiance, mais surtout de comprendre ses besoins et de mieux l'orienter, l'aider à s'accompagner. Et moi, les meilleurs commerciaux que j'ai vus performer et entre guillemets exploser leur commission et leurs chiffres, c'était ces personnes-là qui avaient vraiment gagné la confiance du client et pas que du client, même de beaucoup de gens, et qui savaient justement positionner les solutions et les produits en fonction des besoins des clients, quoi. Comment tu montres que tu as cette compétence pour être recruté? Comment tu montres que tu es consultant? Bah, c'est justement en entretien de pas arriver en posant tout sur la table, si je restais poli, et disant mais moi je connais tout, je sais tout et je vais répondre à toutes les questions. Ne pas avoir peur par exemple de dire bah, écoutez je sais pas, j'ai pas la réponse à la question. Moi il m'est arrivé plusieurs fois en clientèle de dire bah, je sais pas, j'ai pas la réponse à la question, mais voilà ce que je vais faire pour trouver la réponse, vous accompagner dans cette démarche et revenir avec la meilleure réponse possible pour vous. Bah, c'est pareil en entretien, voir l'entretien un peu comme finalement un rendez-vous client, pas venir avec plein venir avec des beaux discours, ok, mais pas venir avec plein de belles paroles ou de belles promesses qu'on va pas pouvoir tenir. Donc voilà, pouvoir tenir ses engagements, c'est ultra important. Et, Avec de l'humilité au final, c'est-à-dire on est tous humains, quoi. On connaît pas tout sur le bout des doigts. Exactement. Et les clients, et que ce soit les clients ou les personnes qui nous font passer des entretiens, elles sont pas dupes, donc, déjà, et elles savent très bien que voilà, il est mieux d'arriver et de dire je ne sais pas et je vais aller chercher l'information plutôt que d'arriver avec un gros mensonge et de s'empêtrer dans son mensonge et au final de se retrouver face au mur et de pas closer juste à cause de ce mensonge-là, par exemple. Comment on devient du coup partner engineer chez Google? C'est quoi ton parcours et les étapes de ta vie qui t'ont amené là aujourd'hui? Moi, j'ai commencé à bosser en 2011. J'ai fait une classe prépa. Ensuite, j'ai passé les concours et j'ai fait une école d'ingénieur. Durant mon cursus, durant mon école d'ingénieur, j'ai fait des stages et je me suis retrouvé, pas du tout par hasard, chez le groupe Casino dans l'équipe réseau et télécom. Parce que je voulais faire du réseau à l'époque, j'étais déterminé à faire du réseau. Tu savais déjà ce que tu voulais faire Ouais, je savais déjà ce que je voulais faire, parce qu'en fait, j'avais fait un TP en physique à l'époque, en terminale de mémoire, ou en première S ou en terminale S. Il y a 5 ans, ouais, il y a longtemps. Je pense, enfin, j'espère faire plus jeune que mon âge, mais j'ai 37 ans. Donc voilà, je sais pas, ouais, c'était pas il y a 5 ans. Ça se voit pas. Et en fait, du coup, durant ce TP, on avait réussi à émettre un signal d'un point A à un point B dans la salle de TP avec un émetteur et un récepteur radio. Et moi, j'étais comme un fou. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Et on m'a dit, c'est ça que tu veux faire plus tard? Bah, il faut faire une prépa, c'est la voie royale, et une école d'ingénieur. Donc j'ai fait ma prépa, j'ai fait mon école d'ingénieur et je me suis retrouvé dans l'équipe réseau et télécom du groupe Casino en tant que stagiaire. Et je n'émettais pas des signaux radio et je ne recevais pas de signal radio. C'était vraiment du réseau pur et dur. Et à l'époque, en plus, le groupe Casino gérait lui-même son réseau pour connecter ses différents data centers. Et avait ces data centers, ne faisait pas de cloud à l'époque. Et je me souviens même très bien, mon maître de stage de l'époque, Cyril, m'avait dit « Mais Samy, l'avenir, c'est le cloud ». Il t'avait déjà dit ça à C'était l'époque? en 2008 ou 2009. Waouh, visionnaire. Et moi, j'avais aucune idée de ce que c'était que le cloud, mais je m'étais dit peut-être un jour, je vais travailler dans le cloud. Et à l'issue donc, de mon école d'ingénieur, j'ai fait un stage chez SFR, la division opérateur de SFR,
un stage ingénieur avant-vente. Donc la division opérateur de SFR, c'était à l'époque la division qui faisait du business avec les autres opérateurs pour fournir de l'infrastructure en France aux autres opérateurs, donc que ce soit des opérateurs français ou surtout même à l'époque international, pour bénéficier du réseau de SFR en France et pouvoir atteindre leurs clients entreprises. Ensuite, j'ai enchaîné chez SFR Business Team, donc c'était plus à la division opérateur de SFR, mais chez SFR Business Team, où j'étais encore ingénieur avant-vente, mais cette fois, j'étais pas en face d'autres opérateurs, okay, parce que les clients de la division opérateur dans laquelle j'étais, c'était des opérateurs, forcément, mais des entreprises, des grands comptes. Et là, on vendait principalement du réseau, de la mobilité, des VPN, IPVPN, MPLS, un terme un peu technique, mais voilà, du VPN privé, quoi, qui passe pas sur Internet. Si, du coup, tu étais déjà en fait en relation client dès tes premières expériences. Ouais. C'était voulu, ça Et j'ai oublié de le dire, mais en fait, je savais déjà, en fait, à l'époque, je m'étais dit, Samy, tu as travaillé dans les réseaux et les telcos, mais dans les forces de vente. Si tu peux composer avec... parce qu'à l'époque, ce qui se disait beaucoup, c'était que les profils les mieux payés, c'était ceux qui avaient la composante business et technique. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire technico-commercial. Sauf qu'à l'époque, on me disait, mais Samy, mais t'es fou, si tu veux être ingénieur avant-vente, c'est pas possible, tu sors d'école, tu dois d'abord être ingénieur réseau pendant 5 ans, et ensuite, on verra si tu pourras être voilà, ingénieur avant-vente. Et j'ai réussi à décrocher un stage, justement, ce stage dont je parlais tout à l'heure, chez SFR, et ça m'a ouvert les portes en fait, de l'avant-vente. Donc j'avais fait mon stage, ensuite j'ai réussi à basculer en interne chez SFR Business Team et continuer comme ça. Ensuite, j'ai fini chez Orange Business Services parce que j'avais à l'époque 25 ans, un truc comme ça, et j'avais soif de l'international, donc je voulais partir travailler à l'étranger. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris mon backpack et j'étais parti à New York, aux États-Unis, sauf que je suis parti un peu à l'arrache, sans work permit, donc sans permis de travail, qui était très compliqué. Et c'est qu'après que j'ai découvert... OBS ou pas encore chez OBS? Pas encore chez OBS. Okay. C'est qu'après que j'ai découvert que je pouvais faire un VIE. Ah oui. Le fameux VIE, là-bas. Donc depuis New York, j'ai vu qu'il y avait un VIE en Suisse, donc destination très exotique à l'autre bout du monde par rapport à la France. Et du coup, j'ai fini à Genève chez OBS à faire de l'ingénierie avant-vente, à répondre à des appels d'offres un peu plus complexes et importants que ce que je faisais chez SFR Business Team, parce que là, c'était vraiment pour des beaucoup plus gros comptes et avec des volumes beaucoup plus importants internationaux, quoi, pas juste pour la France. Et comment tu as relevé le défi, justement? Comment tu as réussi à convaincre que tu étais prêt à ce type de mission à plus forte envergure? Bonne question. En fait, au début de ma carrière, donc c'est assez paradoxal, souvent c'est l'inverse, c'est qu'au début de ma carrière, moi, je misais beaucoup sur les soft skills. Donc j'avais un côté très bagou, très commercial, que je ne vais pas dire que j'ai un peu perdu, mais que j'ai un peu délaissé pour la technique. Donc du coup, je misais beaucoup sur les soft skills et sur mon côté un peu vendeur. Et ça marchait très bien en entretien. Et je préparais toujours mes entretiens en les préparant de manière assez, on va dire, méthodologique. Donc j'ai décroché mon VIE à Genève à presque 2 ans, ou encore ingénieur avant-vente. J'étais pas désigné sur des comptes, mais j'étais vraiment au support des autres ingénieurs avant-vente parce que moi j'étais en VIE, j'étais là que pour une durée déterminée. Et à l'issue de ce VIE, on m'avait proposé que des postes de commerciaux. Et moi je voulais absolument continuer en tant qu'ingénieur avant-vente. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que techniquement, il fallait que j'aille plus loin techniquement pour pouvoir justement continuer en tant qu'ingénieur avant-vente, parce qu'on voyait plus mon profil comme étant un commercial qu'un ingénieur avant-vente, ouais. Un sales. Et j'avais postulé, avant je rêvais de travailler pour une entreprise qui
qui a été racheté, Level 3 Communication, qui est vraiment ultra connu dans le monde des réseaux, pour les ingés réseaux qui nous écoutent peut-être. Et j'avais postulé chez Level 3 Communication et j'avais été pris, justement. Et je me suis retrouvé chez Level 3 à Paris à travailler en tant que Sales Engineer, donc ingénieur avant-vente en binôme avec des commerciaux. Et en fait, là encore, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était... en fait, moi, j'avais directement commencé en tant qu'ingénieur avant-vente, donc le fait d'avoir de l'expérience en tant que stagiaire, ensuite en tant que salarié, ça m'avait beaucoup aidé. Et à chaque fois, je mettais en avant soit mes expériences, soit j'abordais les entretiens de façon à les structurer et à vraiment simuler un rendez-vous client. Moi, mes entretiens, c'était des rendez-vous clients et c'était pas des entretiens. Quand j'étais en entretien, j'avais en face de moi un client que je devais convaincre et j'abordais les principes dont on parlait tout à l'heure, ne pas mentir, montrer de la structure dans les réponses et dans la façon d'aborder mes réponses aux questions. Mais en parallèle, oui, on te met en situation réelle pour voir comment tu te comportes face à un client et si tu es capable de représenter l'entreprise quoi, Ouais. et le conseiller. Ouais. Et d'ailleurs, tu me fais penser, c'est que chez Level 3 Communication, on avait fait passer un case study. Ouais. Donc une étude de cas où, en plus des entretiens, où on m'avait donné une étude de cas à préparer et à venir présenter en entretien. Donc c'était un client fictif qui voulait construire son réseau et devait le convaincre d'acheter notre solution, quoi. Et en fait, souvent, c'était écrit ça dans les case studies que je passais à mes entretiens, de convaincre le client. Et moi, volontairement, je glissais vers plus du conseil, trusted advisor, pour justement montrer que sur des deals, sur des opportunités de ce type-là, on est peut-être sur du 10, 15, 20 millions de dollars et c'est pas un rendez-vous qu'on va convaincre le client. Et donc, du coup, je positionnais le rendez-vous dans une étape de vente, du cycle de vente, pour montrer que je connaissais le domaine et que je savais de quoi je parlais, quoi. Donc, et là encore, c'était grâce à mes expériences de stagiaire et en CDI que je savais qu'il fallait faire ça, quoi. Et alors là, tu as déjà Google en ligne de mire ou pas encore? J'avais déjà eu Google bien avant, en fait. Parce que quand tu travailles, quand tu es ingénieur dans les nouvelles technologies, forcément, tu as Google dans le radar et tu te dis que voilà, peut-être qu'un jour, je travaillerai chez Google, quoi. Sauf qu'à l'époque, moi, j'étais plus sur le réseau et les telcos et les télécoms et un peu moins sur l'informatique pure, le développement ou le cloud. Mais j'avais déjà Google en tête parce que je savais déjà que Google avait un réseau de ouf, vraiment. Parce qu'il faut savoir que Google a un des meilleurs réseaux de la planète et pour tous les ingés réseaux, c'est quand même je ne vais pas dire un modèle, mais une référence de pouvoir gérer toutes ces requêtes, que ce soit sur Google Search, YouTube, Gmail, enfin ce milliard d'utilisateurs, et les faire transiter sur le réseau de Google. Donc pour les ingés réseau et les personnes comme moi qui à l'époque travaillaient dans le domaine du réseau, Google était quand même assez vu comme une référence sur le réseau, même si Google ne faisait pas de commerce de son réseau. Il l'utilisait juste pour ses besoins internes, pour ses propres et pour plateformes. ses applications, quoi, ses plateformes, quoi. Et alors, tu dis que tu l'avais déjà en ligne de mire, mais est-ce que tu avais déjà essayé de postuler, de rentrer dans l'entreprise, ou c'est venu à quel moment justement cette... Non, j'avais pas essayé de postuler parce que donc, moi j'avais fait une école d'ingénieur généraliste, donc j'avais fait une spécialisation réseau justement pour pouvoir commencer à bosser dans le réseau. Mais honnêtement, en sortie d'école d'ingénieur, j'étais pas ultra technique. J'étais vraiment pas ouf techniquement. Et coder, moi je me souviens à l'époque, j'aimais pas. Paradoxalement, aujourd'hui, j'aime coder. Je code en JavaScript, en Python. J'aime beaucoup coder, j'aime beaucoup faire de tech aujourd'hui. Mais à l'époque, je me disais, moi, je ne sais pas coder, donc je ne code pas beaucoup, quasiment pas. J'ai aucune chance d'être pris chez Google, quoi. Donc c'est pour ça que je n'avais jamais tenté et que
que j'avais jamais postulé. Et en plus, à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, j'avais vraiment l'ambition de devenir commercial. Donc, c'est ça qui est Ok. paradoxal dans mon parcours, c'est que j'ai commencé avec beaucoup de soft skills, un peu de compétences techniques, mon background d'école d'ingénieur, mais bon, quand tu sors d'école d'ingé, t'es pas expert, t'es expert dans rien, quoi. T'es pas expert du tout. Je me projetais sur une carrière de account manager, sales manager, etc., etc. Et en fait, au fil des années, je me suis découvert vraiment une passion encore plus grande pour l'informatique et j'ai commencé à prendre, on va dire, de l'envergure technique de plus en plus. Que tu faisais, que tu apprenais dans tes différentes expériences ou toi-même, en parallèle à tes expériences, tu étais curieux, tu développais tes outils, tu suivais des formations, tu faisais comment, tu as monté en En fait, compétences? ce qui a beaucoup changé, moi, dans ma carrière, c'est quand je suis arrivé chez Level 3, une boîte américaine. Je n'avais pas fait de boîte américaine avant ça. J'ai été que chez des Français, des boîtes françaises. Et chez les boîtes françaises, moi, j'étais vraiment ingénieur avant-vente, technico-commercial, où on ne me demandait pas d'aller deep dive dans la technique devant les clients ou quoi. C'était des architectures très simples. Dès qu'on commençait à creuser un peu, ça commençait à appeler l'expert technique pour venir en support, nous aider à pitcher le truc. Mais chez Level 3 Communication, vraiment, on attendait de moi de pouvoir répondre à des questions techniques assez complexes, même en rendez-vous client. Donc je me suis mis une grosse pression pour monter en compétences techniquement au niveau réseau à cette époque-là. Et il faut savoir que j'avais aussi beaucoup accès à l'information dans cette entreprise-là et beaucoup de schémas d'architecture technique, etc. Et ça m'a pas mal aidé pour monter en compétences techniquement à cette époque-là. Ça t'a pas fait peur, le côté technique, justement? Si toi, tu t'orientais plus dans des carrières commerciales, account manager, il n'y avait pas une barrière à l'entrée? Bah, le côté technique était quand même assez élevé. À l'embauche, on n'a pas attendu ça de moi. En fait, ce qu'ils ont testé, c'était ma capacité d'adaptation et ma capacité à pouvoir apprendre à l'époque. Et apparemment, ils ont vu que je pouvais m'adapter et apprendre le truc. Mais non, ça m'a pas fait peur. À un moment, j'ai un peu pris peur. Je me suis dit, oulala, mais peut-être que je vais finir dans des jobs complètement techos et m'éloigner complètement de ce que je veux faire. Et j'ai continué à creuser. Je me suis aperçu que dans la tech, finalement, tu avais des mecs qui étaient vraiment très techniques et qui pouvaient aller pitcher, avoir des soft skills incroyables et même devenir des vendeurs incroyables. Et d'ailleurs, que ce soit chez SFR, Orange ou Level 3, à chaque fois, les commerciaux les plus talentueux que je rencontrais, ils avaient ce dont je te parlais tout à l'heure, mais cette humilité et cette capacité à se positionner en tant que conseiller, mais aussi ils avaient un petit background technique par le passé qui les aidait beaucoup. Et ça rassure pas mal le client, souvent d'avoir quelqu'un qui a un petit background technique qui fait qu'il va comprendre un peu plus plutôt que d'avoir le sales qui a beaucoup de bagou et qui voit le produit comme un produit qui vend d'une baguette, du réseau ou du cloud. Pour lui, c'est la même chose. Ça rassurait pas mal les clients. Donc je me suis dit, je vais continuer, je vais faire commercial, mais je vais suivre cette voie-là. Je vais un peu étoffer mon background technique. Et comme ça, peut-être que je réussirai mieux par la suite. À l'issue de cette expérience chez Level 3, j'en avais beaucoup parlé, j'ai eu une idée incroyable qui n'a pas marché. J'ai voulu lancer ma startup. Ouais. J'ai bossé sur ma startup. L'idée, c'était de faire le Doctolib de l'imagerie médicale. Okay. Et c'était une expérience très enrichissante. Là, je me suis mis à coder à fond, parce que j'ai codé ma plateforme. Je l'ai déployée dans le cloud. On est en quelle année, là, pour avoir un ordre de grandeur? On est en 2019. Okay. 2019. Non, 2019. Et là, par contre, j'ai quand même, je ne vais pas dire perdu pied, mais perdu beaucoup la partie... je me suis pas mal, entre guillemets, embourbé dans la partie technique. J'avais vraiment la vision techos du projet et je m'étais chauffé là-dessus. Et en fait, un peu comme un side project et ensuite en mode startup. Et ça n'a pas décollé, ça n'a pas marché parce que moi, l'erreur la plus grosse que j'ai faite, ça a été finalement de pas construire une team autour de cette idée-là, mais de vouloir construire moi-même ma plateforme pour répondre à ce besoin-là.
T'es allé solo Ouais, dans ton projet, un peu tête baissée. ouais. Ok. Mais ça a été ultra enrichissant parce que du coup, ben, tu vois, là, l'erreur que j'ai faite, je sais que si un jour je dois encore encore entreprendre, ben, je la referai plus. Et techniquement, là, c'est là où je me suis plongé dans le cloud et j'ai dû tout faire hands-on moi-même, quoi. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, aujourd'hui, de travailler chez Google Cloud. Parce que du coup, Euh, tu as postulé direct après cette expérience Bah, cette entrepreneuriale. expérience, après, il y a eu le Covid et ma startup, ça avançait pas, c'était très compliqué. Et bah, il fallait que je retravaille. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu fais, Samy, de ta vie? Tu as été ingénieur avant-vente pendant quand même quelques années. Tu connais bien ce métier-là sur la partie réseau et cyber infrastructure. Est-ce que tu te remets là-dedans ou est-ce que tu essayes de voir un peu autre chose? Pour moi, c'était évident d'essayer de capitaliser sur les compétences que j'avais acquises lors du lancement de ma startup. Donc, je me suis dit, je vais m'orienter vers le cloud. Et j'ai eu cette opportunité de postuler et de travailler chez Google Cloud. Magnifique. C'est fou de se dire que après des années de salariat, une aventure entrepreneuriale qui, tu le dis toi-même, a été un échec d'un point de vue, en tout cas business, pas forcément technique, mais tu as postulé chez Google et on t'a regardé pour tes compétences et pour qui tu es et ce que tu peux apporter. Je dis ça, je le relève parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire, après une aventure entrepreneuriale, Google, ils vont jamais regarder mon profil, quoi. Ils vont vouloir que des personnes qui succident ou qui ont un gros track record tout au long de leur parcours. Mais c'est pas le cas. Bah, en fait, c'est exactement, je pense même tout le contraire. Je pense que ce qui a plu dans mon profil, c'est que, évidemment, j'avais de l'expérience en tant que salarié, en tant qu'ingénieur avant-vente, mais j'avais cette expérience entrepreneuriale où je savais me débrouiller, faire les Exactement. choses en mode start-upper par moi-même. Et il faut savoir que chez Google, même si c'est une entreprise qui a maintenant quoi, 180 000 salariés, Oui. c'est vraiment, je ne vais pas dire une compétence essentielle, mais ultra important de savoir se débrouiller. Et c'est une des choses aussi que j'ai zappé, j'aurais peut-être dû y penser tout à l'heure quand tu m'as posé la question. Une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est ça aussi, c'est quand je suis arrivé chez Google, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas autant de process que dans les boîtes que j'avais fait avant. Quand tu voulais limite bouger une épaule, tu devais suivre un process. Là, chez Google, tu as cette liberté, il y a quelques process évidemment, il y en a des process, mais il y a une volonté, je pense, et c'est mon avis perso, de laisser un peu, entre gros guillemets, ce chaos pour laisser place à la créativité, laisser les gens se débrouiller pour arriver à des résultats incroyables, quoi, ou à des idées innovantes ou de nouveaux produits. Et en fait, je pense que dans mon profil, ça leur a plu parce que, je te donne un exemple, en tant que partner ingénieur, je peux par exemple être amené à donner des formations sur des produits technologiques ou sur des certifications. Donc c'est assez technique et ça peut être assez complexe. Donc, quand j'organise par exemple un training, donc j'organise le training de A à Z. C'est-à-dire que je vais réserver la salle. Je n'ai pas d'event manager ou de support qui va le faire pour moi. Donc je vais aller réserver la salle, je vais m'occuper vraiment de absolument tout jusqu'à la réservation du catering si on nourrit les participants. Et pour la petite anecdote un peu fun, c'est que plusieurs fois, des gens qui ne connaissaient pas et qui venaient à mes trainings pensaient que j'étais juste event manager. Juste speaker. Parce que j'arrive le matin, j'accueille les gens, je les emmène au café, etc. Ah oui, ok. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi speaker. Et ils me voyaient monter sur scène, présenter BigQuery, des choses assez techos. Et ils étaient vachement agréablement surpris parce qu'en fait, ils se disaient, mais en fait, c'est génial. On me dit, parce qu'en fait, tu peux organiser, tu as décidé toi-même d'organiser ce training, oui, pour vous aider, parce qu'on a jugé pertinent de proposer ça. Génial. Et bien, évidemment, je ne l'ai pas fait dans mon coin, je le propose à mon management ou Bien sûr. à mes collègues de travail, d'équipe pour monter le truc. Mais du coup, tu Mais- mènes le projet de A à Z, Voilà. on te laisse entreprendre, Exactement. prendre des risques aussi, parce qu'un event, ça peut être un fail.
mais on te fait confiance pour dire vas-y, réserve ta salle, gère tes invités et tes speakers qui peuvent aussi monter sur scène en plus de toi. Je ne sais pas si tu fais intervenir des gens, mais en tout cas, c'est ultra inspirant. Et alors, du coup, comment tu te prépares à des entretiens techniques? Parce que moi, je parle assez souvent des entretiens plutôt sales, marketing. C'est quoi pour toi une bonne préparation pour une candidature à des rôles ingénieur ou partner sales engineer? Après, ça dépend vraiment de l'expérience du candidat, ça dépend de sa maturité sur une stack technologique. S'il se positionne sur une stack tech qu'il ne maîtrise pas du tout, moi, je suis passé par une grosse phase de bachotage quand j'avais passé des certifications cloud et quand j'ai dû coder pour développer ma startup, etc. Mais c'est tout à fait possible de se développer un side project, pas forcément avec l'intention de le commercialiser, de travailler dessus, de faire comme si on allait le commercialiser pour monter en compétence sur une stack tech. Donc pour moi, c'est deux sujets différents de se dire je monte en compétence technologiquement, techniquement parlant sur, je ne sais pas, une stack technologique et se préparer à l'entretien. Après, la préparation à l'entretien, pour moi, c'est la même, quel que soit, que ce soit sales ou pre-sales ou avant-vente. C'est de ne pas arriver le jour de l'entretien, les mains dans les poches, sans aucune préparation, mais d'essayer d'amener beaucoup de structure suivant une méthode. Donc, il y a différentes méthodes qui existent. Il y a la fameuse méthode STAR qui permet de structurer des réponses à des questions et de se tenir à cette structure et de s'être entraîné et préparé un peu avant pour pas que l'entretien soit finalement juste le brouillon et qu'on se dise à la fin de l'entretien mais j'aurais pu faire mieux si je m'étais entraîné, quoi. Ouais. Et en fait, finalement, la montée en compétence sur la partie technique, elle se fait sur le long terme et elle se fait tout le temps et il faut toujours se maintenir à jour ou apprendre de nouvelles choses. Mais moi, je sais qu'il y a eu un gros step quand vraiment quand vraiment j'ai voulu monter en compétence sur le cloud, où vraiment quand je dis bachotage, tout à l'heure j'ai dit bachotage, c'est peut-être le mauvais mot parce que quand on dit bachotage, c'est souvent très théorique. Toi, tu as mis les mains dedans. Moi, j'ai mis les mains dedans pratique. et voilà. Et quand je suis arrivé chez Google Cloud, j'ai fait la même chose. Je ne connaissais pas du tout GCP. Moi, j'avais des compétences sur d'autres fournisseurs. Je ne connaissais pas du tout Google Cloud. Et du coup, dès que je suis arrivé, il a fallu passer une certification de niveau professionnel à passer dans les 6 mois à peu près. Et je me suis mis une telle pression quand, je crois, en 1 mois et demi, 2 mois, j'en ai passé 5. Tu vois. Arrête. Et en fait, c'est que je me suis dit, ok, Samy, tu as 2 choix. Soit tu bachodes en mode ultra théorique ta certification et tu l'auras certainement comme le font certains, mais peut-être qu'à la fin, tu vas tout oublier, tu vas rien comprendre, ce sera du bachotage pur et dur d'examen. Soit tu fais comme un peu t'as fait quand tu faisais ta startup, tu te fais un fake project et side project plutôt, et tu essaies de le coder et de le mettre sur GCP, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que je l'ai fait en plus en essayant de rédiger des articles. Je l'ai fait en rédigeant des articles sur Medium et en les publiant sur Medium pour moi m'obliger aussi à retranscrire et quand on retranscrit et qu'on essaye de faire passer un savoir à quelqu'un au travers d'un article par exemple, on se force soi-même à bien comprendre les choses et à bien écrire les choses, à bien faire les schémas, etc. Ça forme de ouf, quoi. Comment est-ce qu'on peut te retrouver sur Medium? Samy Fadel. Samy Fadel, c'est Medium, Samy Fadel. Sous la vidéo. SAMY. SAMY. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bien, ça aide. Surtout, j'adore le côté crée-toi ton expérience, en fait. Faut que tu te jettes à l'eau pour pouvoir derrière faire tes preuves en entretien et montrer que tu es réellement motivé, que tu es curieux et que tu es capable d'apprendre. Quels seraient, toi, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait rejoindre Google, justement? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as tout un cheminement qui t'a amené chez Google. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un de jeune qui aimerait intégrer un jour une entreprise comme Google? Moi, le conseil que j'ai,
ce serait de travailler sur son développement personnel. Alors, ça peut être sur de la technique technologique ou technique sales ou technique autre, mais vraiment acquérir des compétences, des skills qui sont valuables sur le marché, quoi. Et se dire, bah, en fait, si demain je travaille plus, si je suis plus salarié, est-ce qu'avec mes compétences, je suis capable de vivre, de me gagner un salaire et de vendre mes compétences en freelance ou Oui, peu importe, mais voilà, sans forcément être salarié. Et très bon conseil. et il y a ça, moi je pense, qui est super important. Et comme ça, ensuite, moi c'est ce que j'ai fait aussi au travers quand je te dis, j'ai le Big Step Cloud, je me souviens, où je crois de 6 à 7 heures, de 6-7 heures du matin à 18-20 heures le soir, j'étais avec mon bouquin et mes vidéos et mon IDE, je codais, voilà, j'étais à fond dessus. Et donc il y a un gros step à passer. Et après, pour apprendre autre chose, tu vas beaucoup plus vite. Parce que déjà, tu as une méthodologie et tu as un certain niveau de connaissance technologique qui fait que voilà, tu vas aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage d'une nouvelle stack tech, de quelque chose de nouveau. Et en fait, moi, ça m'a permis de me sentir safe. En fait, de me dire, en fait, vu les compétences que j'ai, c'est pas que je peux travailler n'importe où, mais je sais que je peux me vendre en freelance et je sais que ces compétences-là sont recherchées sur le marché du travail. Est-ce que tu aurais Et des... après, pour rentrer chez Google, moi, ça s'est fait, je vais pas dire par hasard, j'avais envie de travailler chez Google Cloud. J'ai vu, en fait, un post LinkedIn d'un des membres de l'équipe dans laquelle je suis actuellement promouvoir un poste qui était à pourvoir. Et du coup, c'est comme ça, j'ai contacté et j'ai pu, comme ça, candidater, quoi. Est-ce que tu t'es fait accompagner pour préparer ta candidature, peut-être pour revoir ton CV? Est-ce que tu as reçu des conseils de personnes qui l'avaient fait avant? Non, et ça m'a manqué parce que mon CV, il était pas ouf. Oui, Et moi, sur la présentation des choses un peu visuelles, etc., de faire en sorte que le CV soit très joli, très, voilà, et que les parties les plus importantes sautent directement aux yeux, c'est pas là où je suis le plus fort. Ça m'a beaucoup manqué. Je pense que le fait d'avoir postulé à cette offre-là via directement un humain et pas via le site, via un Googler qui m'a référé, ça m'a beaucoup aidé. Ça a aidé à faire voir mon CV. oui. Et la personne qui a lu mon CV ensuite a vu les éléments importants de mon CV. Donc c'est quelque chose qui m'a manqué et je pense que je suis pas sûr que mon CV serait sorti du lot si j'avais postulé directement dans la masse de candidatures. Je pense que de l'aide à cette époque-là m'aurait été plus que utile. Et dans la préparation de l'entretien, j'ai eu très très peu de temps parce que je voulais absolument retravailler vite et pas attendre des mois et des mois. Donc quand j'avais fait le choix d'arrêter mon expérience de start-upper, et le moment où on m'a dit OK, quand est-ce que tu veux passer des entretiens, quand est-ce que tu es dispo, et le moment où j'ai commencé, c'est écoulé très peu de temps, un mois et demi par Ah là. oui. Et je flippais parce qu'en fait, je me disais, mais j'ai très peu de temps pour préparer l'entretien. On m'avait envoyé par email, les RH de Google m'avaient envoyé par email la procédure à suivre enfin les conseils, si tu veux, pour préparer l'entretien. Et je me suis dit, ah oui, et j'ai regardé sur Google, je me suis dit, ah oui, mais il y en a, ils sont accompagnés en plus pour passer des entretiens, et moi, j'ai que 3 semaines. Et finalement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, tu vois, la préparation En amont, en sur le amont cloud. Ouais. sur le cloud qui fait que j'étais safe sur la partie technique. Et c'est sur la méthode STAR et la façon de présenter les choses lors de l'entretien et les structurer là où j'ai beaucoup travaillé, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as fait, si on prend en gros résumé, sur les 2-3 semaines pour te préparer? Tu as mis quoi en place justement pour maximiser ta réussite? J'ai j'ai pris connaissance des informations qu'on m'avait envoyées. C'est super important. Ça peut paraître peut-être un peu obvious ou évident, mais j'ai pris connaissance de toutes les informations dont je disposais. Je me suis renseigné sur Google, sur Google Search, donc, sur Internet. Et j'ai essayé de me faire quelques petits case studies, parce que je m'attendais à un case study
pour ce qui a été le cas pour l'un des entretiens, que je m'étais monté moi-même en mode demain, si tu veux faire l'équivalent de Twitter, ben, comment tu fais quoi. Sur le cloud. Sur le cloud, et comment tu fais quoi. Je m'étais pas préparé sur la stack technologique de Google Cloud. Donc, quand j'ai passé des entretiens Google Cloud, je ne connaissais rien aux produits de GCP. Je connaissais des autres cloud providers, pour ne pas les citer, mais sur GCP, voilà. Mais je connaissais, je maîtrisais très bien les concepts du cloud et pourquoi le cloud, la value du cloud et pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait utiliser le cloud. Et je crois que c'est ça qui est super important, maîtriser les concepts plus que les petits détails. Comme ça, quoi. On te demande pas d'être un expert du produit parce que de toute façon tu seras formé aux spécificités du provider en question. Ce qui compte, c'est ta capacité à raisonner, à comprendre la problématique et à apporter une solution. Voilà. Et je m'étais quand même un peu renseigné sur le positionnement de Google Cloud versus les autres cloud providers pour pouvoir un peu comprendre l'écosystème avec les partenaires et tout ça. Mais c'est des informations qu'on retrouve très facilement sur Internet. Parce que moi, j'avais pas de contact que je connaissais directement sur Google Cloud. J'avais des contacts sur LinkedIn, mais tu vois, tu connais les contacts sur LinkedIn, c'est des contacts, tu sais même pas comment tu les as ajoutés, tu les connais pas personnellement. T'avais pas fait de voilà. networking pour entrer en contact, par exemple, avec des employés? Non. À part la personne que tu as mentionnée sur le post en question. Non. La personne qui avait fait le post, on devait avoir, elle n'était pas connectée directement à moi. On devait avoir une relation en commun qui avait reposté le truc. Mais même la relation en commun qu'on avait, je ne connaissais pas. Et toi, maintenant que tu es chez Google, est-ce que ça arrive que tu te fasses contacter sur LinkedIn par des personnes qui veulent rejoindre l'entreprise? Ça arrive souvent. Après, je te cache pas que c'est très compliqué à gérer parce qu'en fait, même il y a une forme de pression sociale en fait quand tu travailles chez Google. Ou dès que tu dis que tu travailles chez Google, là, je vais pas dire que tu galvanises l'intérêt de beaucoup de personnes, mais on vient de poser beaucoup de questions sur des fois des choses, mais vraiment. J'ai un compte Gmail, il est bloqué, est-ce que tu peux m'aider, tu vois? Ah oui. Et c'est, tu vois, des choses comme ça. Ou même aussi sur des opportunités de travail, etc. Mais moi, j'essaye de donner les conseils que je peux donner quand on me contacte. Je le faisais au début, on m'a dit attention Samy, tu te lances là-dedans, fais attention, ça va te prendre énormément de temps. Et effectivement, du coup, là, je peux plus le faire parce que je reçois tellement de demandes que voilà. Au début, je le faisais parce que je me suis dit, moi, on m'a aidé. Le mec, je le connaissais pas, il a accepté de passer mon CV. Mais bon, moi, il y avait une offre spécifique et le poste du mec, c'était vrai, on cherche quelqu'un, est-ce que vous connaissez quelqu'un, quoi. Là, des fois, on me contacte et on me dit, ouais, je veux rentrer chez Google, aide-moi. Et enfin, des fois, même souvent. Et voilà, quoi. Et c'est quoi, du coup, un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui te contacte, ou qui contacte d'autres employés qui sont sursollicités pour se démarquer des autres? Je pense déjà, il y a pas mal d'événements qui sont organisés par Google. Se démarquer déjà en présentiel, je pense que c'est déjà un gros point. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés par Google, enfin, pour les partenaires et pour dans le milieu de la tech. Donc se démarquer en présentiel dans les salons ou quand on le peut, déjà, c'est une bonne chose. Essayer de créer peut-être un peu de contenu. Si tu codes, par exemple, et que tu es développeur, que tu n'as pas de GitLab ou de Git repository ou de GitHub, c'est un peu compliqué voilà, d'aller voir un peu le contenu de ce que tu peux faire et de ce que tu sais faire. Et après, en virtuel, si c'est vraiment des contacts virtuels, vraiment focus sur une offre et dire directement, moi je suis intéressé par cette offre-là, est-ce que tu peux m'aider? Et mon profil, mes compétences, c'est ça, ce que je sais vraiment faire, c'est ça. Ce que je sais pas faire et ce qui me manque par rapport au poste, c'est ça. Est-ce que tu penses que je peux quand même... Qu'est-ce que je dois faire ou comment je peux faire pour arriver à être pris sur le poste ou quoi. Mais je pense que être accompagné, c'est toujours le mieux, quoi. Merci. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelques ressources à partager ou des plateformes, chaînes YouTube, blog, newsletter à suivre pour rester à jour sur la tech,
Je t'ai pas posé la question en amont, je t'ai pas préparé, mais voilà, est-ce que tu as des petites ressources à partager? Pour rester à jour sur la tech, suivez Samy Fadel sur Medium. Non, j'ai pas posté d'article depuis un moment, parce que je manque de temps en ce moment. Mais déjà, être abonné sur les réseaux à Google Cloud, il y a plein d'annonces qui sont faites sur l'intelligence artificielle générative, et ça va à une vitesse incroyable, ce qui est incroyable d'ailleurs, positivement. Mais j'ai pas d'influenceurs ou de personnes en tête à follow en priorité, mais follow les comptes, c'est déjà beaucoup de choses. Et pour passer les certifications et tout ça se passe où? Pour passer les certifications, moi, ce que j'avais fait, ce qui avait bien marché pour moi, c'était les cours sur Udemy. Ils sont payants, ils ne sont pas très chers, hein, c'est 15 ou 20 euros à l'achat. Pour acquérir la partie, on va dire, connaissances théoriques, c'est vraiment bien. Mais pour passer les certifications, pour moi, vraiment, il y a la partie théorie et la partie vraiment pratique où on se fait son propre projet et on est finalement pas face au mur, mais face au mur à construire plutôt. Et on se dit comment je le construis, quoi. Voilà. Et les certifications, ce qui est très important pour moi, c'est très bien de passer des certifications et d'obtenir des certifications. Ça fait très bien sur le CV et on les met très facilement en avant. Mais il ne faut pas passer des certifications juste pour passer des certifications, mais vraiment passer des certifications pour se dire, voilà, je vais acquérir telle et telle compétence, sachant que dans les certifications, par exemple, chez Google Cloud, tu as des certifications pour les data engineers, pour les spécialistes de bases de données, les spécialistes de l'intelligence artificielle, les architectes, les développeurs, les DevOps. Donc, se dire, voilà, je vais passer cette certification-là parce que moi, j'aime bien, je sais pas, ce domaine, l'intelligence artificielle, et j'ai envie de skill up là-dessus, quoi. Et la certification, c'est le truc qui vient sanctionner en disant, en mode, oui, on valide les acquis. Je valide mes acquis, mais j'ai acquis des acquis. Oui, pas, tu vas d'abord chercher la connaissance et la montée en skills plutôt que le tampon, quoi. Exactement. Et en entretien, on voit direct une personne qui a passé l'assertif juste pour passer l'assertif en mode bachotage, et une personne qui n'a même pas l'assertif et qui pourrait l'avoir très rapidement. On le voit très bien, quoi. Merci pour tous ces conseils, Avec c'était plaisir. très riche. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier commentaire à ajouter pour conclure cet épisode? Quel conseil tu te donnerais au toi de 20 ans, au Samy Fadel qui a 20 ans et qui commence dans la vie professionnelle? Si je devais remonter le temps et me parler à moi-même, ou si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a 20 ans? Les deux, allez, vas-y. Les deux. Alors, si je devais remonter le temps et me donner un conseil à moi-même, je me dirais d'investir dans le Bitcoin. Bien vu. Mais sinon, plus sérieusement, je me dirais, investis sur ton développement personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, et sur des compétences qui vont faire que tu te sens safe sur un domaine de compétences. Et ensuite, les portes seront toutes ouvertes. Et c'est le même conseil que je donnerais à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui. Et voilà, surtout pas se forcer. Moi, je fais de la tech parce que j'adore la tech. Et pas parce que je me force à faire de la tech. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé, je sortais d'école d'ingé, je connaissais quasiment rien à la tech. J'avais compensé plus avec des compétences commerciales. Et plus je m'intéressais à la tech, et plus j'aimais ça, et plus je voulais creuser. Donc faire ce que vous aimez et aller au bout des choses, quoi, c'est super important. Super. Merci Samy pour ce moment d'échange, pour ce partage. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Regardez son Medium. Et tu as écrit combien d'articles en tout sur... J'en ai avoir quelques-uns, 5, 6 ou 7. Mais ils sont super intéressants. Sur quelle thématique? Et celui qui les a écrits est très talentueux. Ça, j'en doute pas. Allez les voir, on met le lien. Merci Samy pour tout et puis à très bientôt. Merci, salut.